À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime. Un kiosque préparé par Thomas Soto, qui est ce matin juste à côté du PC de Crise dans les Alpes de Haute-Provence. Autour de moi, à Paris, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Et je commence par la une de la presse nationale. Évidemment, le crash de la 320 est en première page de tous vos journaux ce matin et c'est très clairement l'incompréhension qui domine. L'incompréhension, c'est d'ailleurs le titre de Métro News. Le Parisien aujourd'hui en France a choisi un autre mot, mais l'idée est la même. Le mystère du crash des Alpes. Questions autour de la catastrophe. Ça, c'est la une du Figaro. Des questions, vous en avez dans tous les journaux. Le Parisien se demande par exemple si l'avion était fiable, si une défaillance humaine est envisageable. Beaucoup de questions, mais très peu de certitudes ce matin. Et j'imagine, Thomas Soto, vous qui êtes à Seynes-les-Alpes, à quelques kilomètres du crash, j'imagine que la tonalité est la même dans la presse régionale, Thomas. Absolument, on est saisi par la une de la Provence qui chaque jour publie une édition ici dans les Alpes de Haute-Provence. Elle porte ce matin le deuil, imprimé sur fond noir avec un titre simple, la tragédie. Le quotidien qui consacre 6 pages à la catastrophe, images de débris minuscules éparpillés à la une. L'autre journal du coin, c'est le Dauphiné, factuel et glaçant. 10h30, le contact est perdu, l'Airbus percute la montagne. Cette montagne glaçante, glacée que j'ai là sous les yeux, devenue un cimetière implacable et devant laquelle, je vous assure, on se sent bien impuissant ce matin en pensant aux victimes. Cette montagne qui inspire cette une à l'Indépendant, les larmes du crash. Je peux également vous citer le Télégramme, le silence et puis le crash. Entre ces deux instants, celui du silence et celui du crash, 8 minutes pour l'enfer, comme le titre L'Écho de Haute-Vienne. 8 minutes et 150 morts au terme d'une brusque descente. Ce temps qui appartient désormais aux enquêteurs, aux spécialistes que l'on a vu revenir ici aux premières heures de l'aube et qui à leur tour vont risquer leur vie pour tenter de donner des réponses ce matin à ce que le Midi Libre appelle le mystère. Photo absolument vertigineuse de l'endroit où s'est abîmé l'Airbus de la Germanwings à l'appui. Panne, erreur de pilotage, acte terroriste. Toutes les hypothèses sont envisagées, écrit le quotidien. Mais ce matin, Maxime, il n'y a encore pour réponse qu'un immense point d'interrogation, celui auquel vont se heurter les familles des victimes, attendues ici, à Seynes-les-Alpes, dans les heures qui viennent. Thomas Soto en direct justement de Seynes-les-Alpes au PC de Crise pour Europe 1. Alors vous le savez, cet A320 de la Germanwings était parti de Barcelone. Il devait atterrir à Düsseldorf. L'Allemagne, l'Espagne, la France sont touchés par cette tragédie. Et ce matin, Jean-Philippe Ballas, c'est toute la presse européenne qui fait sa une sur ce crash. On va particulièrement s'intéresser évidemment aux unes de la presse allemande et espagnole. Oui, avec ce bandeau noir sur le logo de Bild, le journal le plus populaire en Allemagne. Sous le choc, ce titre revient régulièrement. Également cette image, tragédie dans la tragédie, des bougies allumées devant le lycée d'Alterne près de Düsseldorf. C'est l'un des récits à la une du site du Spiegel, des jeunes qui se réunissent hébétés en larmes près des tables de ping-pong. Toute une population qui pleure, 16 élèves, 2 professeurs. Le maire d'Ardenne a pourtant l'air d'un homme robuste, raconte le Spiegel, mais cette fois il a du mal à retenir ses sanglots. C'est la pire des choses que vous puissiez imaginer, dit-il. Vol sans retour, tragédie, désolation, des titres qu'on retrouve aussi dans les journaux espagnols et de l'incompréhension. Pourquoi cela nous est-il arrivé ? Question à la une d'El Mundo, qu'il tente de retracer lui aussi le film des événements. L'avion a été en chute libre pendant 8 minutes. Il s'est précipité sur les Alpes sans engager de signal d'alarme, constate El País. Tandis que d'autres journaux comme Ara mettent un ruban noir à la une ce matin, toujours ce ruban noir en signe de deuil national. Merci Jean-Philippe Ballas. Dans la presse également ce matin, les départementales évidemment, ça se rapproche, deuxième tour dans 4 jours. On a beaucoup dit, certains lui ont même reproché que Manuel Valls parlait constamment du Front National. Eh bien ce matin, le Figaro raconte que c'est désormais Nicolas Sarkozy qui fait du FN son ennemi prioritaire. Plusieurs députés UMP racontent leur entrevue avec l'ancien président hier. Il leur a dit, je cite, qu'il fallait maintenant attaquer frontalement, brutalement le FN et que c'était une question de vie ou de mort. Vous lirez aussi ce matin dans Aujourd'hui en France cette enquête de l'UFC Que Choisir sur les repas pris dans les maisons de retraite. L'association est allée dans 43 maisons de retraite et écoutez bien, dans 80% des cas, on sert le dîner trop tôt, à 18h25 en moyenne. À cette heure-là, les pensionnaires n'ont pas forcément faim, ils mangent peu et ils doivent attendre près de 13 heures avant d'avoir droit à leur petit déjeuner. Une période de jeûne forcé qui peut virer à la dénutrition. C'est le cri d'alarme donc que lance aujourd'hui l'UFC Que Choisir. À la une de l'écho, de la presse écho avec vous, Axel de Tarlet, les pratiques
radicale du nouveau patron de SFR, Patrick Drahi, pour faire des économies, c'est à lire dans Le Monde. Oui, c'est une enquête assez édifiante. Vous savez que Patrick Drahi s'est lourdement endetté pour acheter SFR et donc maintenant il faut faire des économies. Alors bien Le Monde raconte comment Patrick Drahi fait des économies. C'est simple, il ne paye plus, enfin en tous les cas, il met du temps à payer ses fournisseurs. Donc Le Monde écrit que l'idée, c'est de mettre les fournisseurs dos au mur et de les obliger à réduire leurs factures de plusieurs dizaines de pourcents s'ils veulent être payés. Donc il y a des fournisseurs qui racontent comme ça qu'ils ont dû baisser de 60% la facture. Et Patrick Drahi n'a pas peur, il s'est même attaqué à EDF, une filiale d'EDF. Il a exigé 80% de baisse. EDF s'est pas laissé faire quand même. Mais bon. C'est pas illégal de faire Alors ça ? Si, bien sûr, c'est totalement illégal, ce qui fait qu'il y a des menaces de procès, il y a des mises en demeure dans tous les sens. Le problème, c'est que maintenant, Patrick Drahi applique cette pratique musclée à SFR, qui est quand même une énorme entreprise, au deuxième opérateur français. Et donc vous avez le Syntec Numérique qui regroupe ces fournisseurs, qui s'est officiellement plaint. Alors je cite le patron du Syntec Numérique: depuis le rachat par Patrick Drahi, nous avons des problèmes. Je n'ai même jamais vu ça à ce niveau-là. Au siège des SFR, figurez-vous qu'en décembre dernier, exaspéré de ne pas être payé, il y a le fournisseur de papier qui n'a plus livré le papier, ce qui fait qu'ils n'avaient plus de papier dans les imprimantes chez SFR, vous voyez. Voilà, et donc le gouvernement s'est saisi du dossier. Alors tout ça, c'est en catimini, mais apparemment à Bercy, on aurait engagé une médiation pour que l'entreprise paye un peu mieux les fournisseurs. Et en un mot, que dit Patrick Drahi ? Il dit: moi j'ai une gestion rigoureuse, je constate quand j'ai racheté SFR qu'il payait beaucoup plus cher que Numéricable, et donc il dit: moi je fais des économies pour investir dans le réseau. Voilà, pour ceux qui voulaient la preuve que le monde des affaires n'était pas le monde du bisounours, il suffit de lire cet article. La une de l'Écho avec Axel de Tarlet. Merci Axel. À la télé ce soir, Eva Rock, vous vous lancez dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, recherche appartement ou maison, c'est sur M6 à 20h55. Et oui, alors la crise de l'immobilier, il ne connaît pas, et la crise des audiences non plus. Ça fait 10 ans que Stéphane Plaza s'est imposé. Alors à la fois comme la valeur sûre de la chaîne, et puis comme le premier agent immobilier de France. Il court partout à la recherche d'appart ou de maisons à petit prix. Évidemment c'est possible. Et les clients sont très très exigeants. Vous allez voir par exemple ce soir, Fabien, c'est un Marseillais, 29 ans. Il est tombé amoureux de Paris. Oui, c'est possible, on peut être Marseillais et aimer Paris. Et il a décidé d'acheter, et c'est pas gagné. 90% des critères sont réunis, c'est juste que j'ai pas le coup de cœur. À Paris, trouver un appart, c'est sportif. Eh oui, c'est sportif. Et ils vont courir partout. Et Stéphane Plaza va aussi courir pour retrouver un appartement pour Madeleine et Alexis. Alors, ils ont 3 garçons. Et eux, ils cherchent un appartement avec 3 chambres près d'une école et d'un parc. C'est un énième défi pour l'animateur qui a un côté un peu, vous savez, Pierre Richard, très spontané, un peu maladroit, très drôle, qui le rend sympathique. Et puis surtout, il connaît très bien son métier. Devant Sylvie et Dominique, qui sont 2 sœurs qui souhaitent louer, il va leur donner quelques conseils parce que le problème, c'est l'âge. On va commencer par Sylvie. 70. Ça se voit pas. Oui. Alors Dominique, vous avez quel âge? 72? Quel âge fais-je? Pas 30 ans? 62. Ça veut dire qu'un propriétaire Va hésiter. va pas hésiter. Votre dossier sera le dernier. Voilà, c'est-à-dire que derrière l'humour, il donne quand même des conseils et il les met face à la réalité. Le succès repose sur Stéphane Plaza et le fait qu'on se sent tous un peu concernés. On visite ces appartements par procuration, on a toujours un avis sur la question. Moi j'adore. Appartement, maison, M6, 20h55, net vendeur. Merci beaucoup Eva Rock et merci à vous. Le kiosque, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain.